Bonjour Lily. Allô Alex. Lily, tu as écrit 8 livres, il y en a potentiellement un nouveau sur la route. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur un sujet qui nous préoccupe tous, c'est protéger son potager avec une subtilité qui est ta méthode de voir ça sur le long terme et de manière holistique, mais on va en discuter. On va d'ailleurs commencer par potentiellement parler des alliés plus que des Oui, ennemis, de oui, parler long terme plus que court terme. Et on va peut-être se permettre d'aller à l'attaque, comme je l'ai nommé dans mon plan de discussion, un tout petit oui, peu sur oui, sur ceux qu'on connaît le plus, je pense au dorifort, la teigne du poireau, ou autre et peut-être, juste succinctement discuter de tout ce qui est invisible si on a le temps à la fin, donc autrement dit les oui, maladies, les maladies, pourritures et les autres. grosses bébêtes. Alors, Lily, pour introduire cette conversation, je vais juste reprendre les premières pages de ton livre et que tu nous expliques en quoi ça je connaissais pas ça de ton histoire, mais en quoi ton premier métier d'infirmière, Oui, à prendre ça a soin été des gens, est ça connecté à celui de prendre soin de son potager. oui, ça étonne beaucoup de personnes. Ils me disent: «Mon Dieu, vous avez changé de carrière». J'ai pas changé, c'est un cheminement. Il y a une logique derrière ça, là. Pour faire une histoire courte, quand j'ai adoré, faire mon cours d'infirmière. J'apprenais la biologie, j'avais des contacts avec les patients, j'adorais ça. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, la première semaine, moi, c'était la santé qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai fait le métier d'infirmière. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'ai eu malheureusement, j'ai commencé à travailler sur un département de cancer du poumon. Et là, j'ai réalisé que c'était pas la maladie, c'était pas la santé sur laquelle je travaillais, mais la maladie. Et ça me dérangeait. Je me disais, mon Dieu, je voyais les gens entrer là, très, très malades, souvent condamnés, là. Et moi, d'après ma logique, je me disais, si j'avais pu les éduquer quelques années avant pour leur dire ne fumez pas, peut-être qu'ils ne seraient pas là. Fait que je trouvais ça désolant. Puis je me disais, non, moi, c'est pas ça. C'est ce côté-là que j'aimais pas. Fait que j'ai décidé de retourner aux études, toujours dans l'optique santé. Et j'ai choisi de devenir agronome. À cette époque-là, j'avais l'idée de me partir en agriculture bio, me disant, je vais faire des bons légumes bio, les gens vont bien s'alimenter, ils ne seront pas malades, ils ne se retrouveront pas à l'hôpital. En tout cas, c'est une histoire. Et finalement, mon cheminement a fait que je suis restée en ville parce que, bon, ma famille, mes amis sont en ville et que là, petit à petit, ben, je suis devenue plutôt agronome urbaine. Alors, j'enseigne encore, toujours et toujours plus, aux gens comment s'alimenter, mais avec leur propre culture, leur propre potager, etc. Là. Alors, toujours dans une optique santé. C'est pour ça qu'il y a un cheminement derrière ça. Là. D'ailleurs, un titre alternatif à ce magnifique livre «Protéger son potager» ça aurait carrément pu être «La santé au Oui, sens large du potager», parce que oui, le oui, 1er la tiers de santé au ton livre, il est potager. dédié à ça, quoi. Alors Exactement. parle-nous justement de comment on se soucie de la santé OK. de notre OK. potager au sens large, parce que je pense qu'on a compris la métaphore que Ouais. ça peut nous éviter bien des problèmes. C'est ça. Ben, en fait, l'approche que j'ai, c'est l'approche écologique depuis toujours et j'appelle ça justement, c'est une approche santé, c'est une approche de prévention, OK? Alors, il faut d'abord voir tout ce qu'on peut faire pour prévenir. Je fais toujours le lien avec la santé des humains. On le sait maintenant, on entend toujours parler de cigarettes, maintenant on le sait, c'est prouvé. À l'époque, quand je disais à mes amis, je ne fumais pas, ils riaient de moi. Là. Aujourd'hui, c'est prouvé que c'est pas bon pour la santé. Alors, on sait que ne pas fumer, bien s'alimenter, faire de l'activité physique, avoir une bonne santé mentale et tout, on le sait que c'est bon pour notre santé. C'est la même chose pour notre jardin. Alors, on vise un jardin, un potager en santé, on vise des plantes en santé qui vont être beaucoup moins vulnérables aux ravageurs et aux maladies. Donc, c'est beaucoup au niveau de la prévention. C'est pour ça qu'il y a une première partie de mon livre, c'est vraiment, je parle beaucoup de prévention. Comment on peut prévenir pour ne pas avoir à intervenir, parce qu'on veut éviter autant que faire se peut d'avoir à intervenir en utilisant surtout un produit même naturel. Là. Tu as plusieurs parties à cette, Oui, prévention. Pour en oui, nommer et rentrer dans le oui, sujet, dans le oui, vif tout de suite, la diversité de l'environnement. oui.
Le mot Ça diversité, veut je dire quoi dirais, c'est le mot concrètement? magique. Le mot magique. Diversité, ça veut dire, même si j'aime beaucoup une plante, moi j'adore les tomates. Tout le monde tout le monde qui me connaît savent que j'aime beaucoup les tomates. D'ailleurs, j'ai un livre là-dessus et l'année où qui est derrière moi aussi, et l'année où j'ai écrit mon livre, j'ai fait l'inverse de ce que je recommande. J'avais 115 plants de tomates. Ne faites pas ça à la maison, comme on dit souvent, je suis une professionnelle. C'était risqué, c'était très risqué de faire ça parce que Oui, si clairement. cette année-là, le mildiou avait passé, parce qu'il est passé quelques années plus tard, ça aurait été catastrophique, mais catastrophique. Alors, la diversité, c'est justement, c'est, bon, oui, on aime les tomates, mais on peut avoir des tomates, on peut avoir des carottes, on peut avoir des haricots, non seulement des légumes, mais des fines herbes, des fruits, des arbustes. Un aménagement diversifié, ça amène une faune diversifiée. Puis dans cette faune-là, il y en a beaucoup qui sont des alliés. Donc, c'est la base, c'est la base. Alors, même, je dirais, même sur un balcon, c'est intéressant d'avoir un petit. Puis je dis souvent, moi, j'aime beaucoup, je favorise beaucoup les plantes dont on peut se nourrir, mais on va mettre des fleurs aussi pour attirer des pollinisateurs. Fait qu'avoir et les prédateurs, etc., tous les alliés. Donc, avoir un aménagement diversifié, je trouve que c'est la base. Ça, c'est le premier principe au niveau de la prévention. Il y en a Je plusieurs. vais Oui, je sais pas Je si vais tu vas te laisser. afficher, je vais afficher à l'écran justement une des pages où on montre Oui, ce que tu as appelé un gîte. oui, Parce que en fait, rien que ça visuellement, moi je me suis oui, dit, ah, ça c'est pas chez moi. Là. On voit pas des fleurs qui sortent comme ça. c'est ça. En fait, je dis souvent, si on veut, dans un environnement diversifié, on veut favoriser justement les alliés, parce qu'il y a énormément d'alliés. Un jardin écologique, c'est un jardin qui est vivant. Hein. C'est normal que ça bouge, puis il faut espérer. Et pour attirer justement les alliés, ça prend le gîte. Donc, je viens d'en parler un petit peu, d'avoir un environnement diversifié. Et ça prend le couvert aussi, le gîte et le couvert, le B&B, là. OK? Alors, ça, c'est important pour avoir de l'aide, justement, de pas donc favoriser les alliés. Et ce gîte-là, est-ce que ça veut dire quelque part le chaos où on met un peu de Ben tout non. partout? OK. Non, ben justement, moi, je ne suis pas pour le chaos, là, parce que si c'est le chaos, j'aurais pas de carottes. Tu sais. Alors, il y a une certaine structure dans mon jardin, il y a une organisation, c'est sûr. Et il y a des principes. Il y a des principes à respecter parce que je veux une production. Tu sais, je ne vise pas, je ne suis pas une productrice agricole. Là. Si j'ai pas si j'ai peu de carottes cette année, je vais survivre. Là. Mais c'est décevant quand ça ne fonctionne pas. Donc, il y a beaucoup de principes à respecter. Je ne sais pas si tu veux que j'introduise là. Bah oui, parce que Oui, j'ai lu le livre, donc je sais à peu près où tu oui, vas. OK. Mais notamment sur, les fleurs toute l'année, tu Oui, nommais les oui, angéliques. C'est donne-nous vraiment des astuces oui. concrètes qu'on puisse, Oui, oui. Ben, c'est important d'avoir parce que dans les alliés, il y a des prédateurs, donc des insectes ou autres petites bestioles qui vont se nourrir des ravageurs, parce que c'est ça l'objectif, c'est des ravageurs, on n'en veut pas trop. Il y a des pollinisateurs et tous ces petites bêtes-là sont absolument essentielles pour nous. On peut parler des araignées. Je vais parler seulement des araignées, je pense, parce que j'ai quasiment une demi-page dans mon livre sur les araignées. Et je vois des fois même des jardiniers qui ont peur des araignées. Je me dis, mon Dieu, mais c'est tellement dommage, parce que les araignées, c'est des aides extraordinaires, se nourrissent de plusieurs nuisibles au jardin. Donc, il ne faut surtout pas se désoler de retrouver des araignées dans son jardin. Puis il y en a tout plein d'autres, des alliés. Là. Je présente le carabe, entre autres. Le carabe n'est pas connu beaucoup. C'est un gros coléoptère noir, il peut faire peur un peu. Puis souvent, des fois, les gens me disent, ça, c'est pas beau, ça ne doit pas être bon. Ça n'a pas rapport, comme on dit. Là. C'est pas parce que c'est pas beau que c'est pas bon. Au contraire, justement, des fois, c'est beau, puis c'est pas si bon. Alors, le carabe se nourrit de différents ravageurs, dont les limaces. Moi, je considère les limaces comme étant un des principaux ravageurs au potager.
Et le carabe, il s'en nourrit. Fait que quand on rencontre un carabe, s'il vous plaît, ne pas les détruire. Et puis ça, il faut absolument le reconnaître. Souvent, les gens le confondent avec le han. Mais j'en profite. Quand tu Oui, nommes carabe, c'est pour. Puis je reprends le sujet du gîte. Moi, je sais pas le reconnaître, le carabe. Fait que oui, si on repart justement de cette idée du gîte, de l'hôtel à insectes, c'est un peu tout ce que tu suggères. On oui, vient vraiment augmenter la diversité de notre potager pour presque attirer oui. le plus de monde possible pour que tout ça s'équilibre. Je peux raconter peut-être une petite anecdote. Il y a quelques années, je remarque que sur mes asperges, je remarque des pucerons. De prime abord, j'ai décidé de ne pas intervenir. Ça a l'air pas si mal. Je laisse aller. Quelques jours plus tard, je vois dans mon prunier, je vois une belle coccinelle. Bon, tout le monde sait, si vous ne savez pas, vous allez savoir que les coccinelles aiment bien manger les pucerons. Oh, je me suis dit, petite coccinelle, j'ai un travail pour toi. Alors, je coupe très délicatement avec mon sécateur la feuille et je prends la feuille tout délicatement et je l'amène sur mon plan d'asperges, là où il y avait. Et j'observe en approchant qu'il y avait des chrysopes. Les chrysopes, c'est un autre prédateur. On le connaît moins parce qu'ils sont très délicates, ils ne sont pas durs à voir, sont pas faciles à voir, ces bestioles-là. Mais c'est un prédateur de pucerons. Fait que la nature s'était déjà chargée de régler le problème. Moi, je me pensais bien brillante pendant ma coccinelle, mais le travail était déjà amorcé. La nature s'était déjà chargée de commencer de contrôler le problème. Et tu nommes parmi toutes les petits gestes techniques, donc là on en a déjà Oui, nommé deux presque. Le premier, c'est de semer des fleurs, oui, si c'est possible sur un spectre de la saison le plus large possible, donc des fleurs hâtives ça. et Printemps jusqu'à l'automne. ouais. Et entre autres, Valérie, on les aime au printemps parce qu'il n'y en a pas beaucoup de fleurs au printemps. Et quand on manque de détails, c'est qu'ils sont dans le livre, hein. Vous pourriez vous référer au livre si vous voulez savoir quelles fleurs. Je peux vous assurer qu'il y a un nombre de détails Oui, absolument incroyable pour avoir un plan de match ultra concret. Le deuxième, c'est de créer tout un univers favorable pour que les insectes arrivent et autorégulent mhm. tous les prédateurs potentiels. Puis tu nommes aussi des choses plus subtiles comme des arbres, des petits fruits, Oui. des coupes-vents. On les Ah, noue un peu de ça. ben, des gens qui ont la chance d'avoir des très, très grands jardins, puis que finalement, ils ont peut-être des problèmes de pollinisation parce que le vent fait que les insectes pollinisateurs passent tout droit. Ben, ça peut être intéressant, entre autres, d'avoir des brise-vents. Puis encore, ça va être une cachette aussi pour les alliés. Donc, on a besoin de, de ces arbres et arbustes-là. C'est ça. Dans Donc un pour ceux qui ont un jardin. grand jardin, Oui, les vivaces, tu parlais aussi de tout ce qui est vivace ou indigène. oui, oui. Souvent, c'est pas les fleurs les plus impressionnantes qui vont attirer des pollinisateurs. Des fois, c'est des petites fleurs, souvent des petites fleurs indigènes, tout ça, qui sont attractives. On en a besoin. Ça veut dire quoi si je me présente en jardinerie, c'est que j'ai 2-3 achats à faire, Ah, c'est toutes des choses qui sont assez facilement. Ben, je pense, en fait, je dis une fleur qui ne sont pas trop impressionnantes. Il y a des échinaceas. C'est toujours une belle fleur. Tout le monde aime ça. C'est joli. Rose ou blanc. C'est très attractif pour les bourdons. Très attractif. Il y en a tout plein d'autres, là, hein. et ça serait quoi? Parce que dans divers on a nommé diversification, on a Oui, nommé que ça ne sera pas le chaos, donc oui. on est à peu près conscient de ce qu'on Et met. l'on fait quoi? Mais non, mais en On le termes fait. de prorata, parce que ça veut dire, mon potager, comme tu dis, j'ai pas envie non plus que les fleurs, elles manquent de lumière ou qu'elles prennent trop d'espace parce qu'on veut plutôt des cultures potagères dans la majorité de nos Oui. auditeurs, je pense. Mais c'est quoi? Est-ce que moi, je me dis, bon, bah, un tiers de chaque parcelle au début, au milieu, Ah, autour, c'est embêtant hein, de mettre un chiffre là-dessus, là. C'est sûr que les cultures principales, si on veut pouvoir récolter, ce sont nos légumes. Mais non, je dirais ben, peut-être un dixième, là, mais ça, c'est un chiffre ouais, au ouais. hasard que je dis là. Mais il y a les fleurs, il y a les fines herbes aussi, là. Les fines herbes, excellent comme plante compagne pour
mélanger les ravageurs pour c'est ça, l'odeur des fines herbes. Fait que sans les perturber, ça peut les éloigner d'eau. Et si on inverse la logique, là, tu parlais de celui qui fume, là, et que tu arrives dans un potager et que tu dis, bah, celui-là, il cherche les problèmes, Ouais. ça serait quoi visuellement un jardin qui demande qu'une chose, c'est d'être malade? Ben, j'en ai parlé tantôt, là, si on fait de la monoculture, là, c'est sûr que là, c'est un des gros risques, là. Et une chose que je vois très, très souvent, puis pour moi, je me dis, ben, pourquoi? Les sols dénudés. Le sol en nature n'aime pas être dénudé. Il a tout avantage à être recouvert. Et le pays, là, je dirais le pays, là, c'est une excellente façon de minimiser les problèmes de autant de ravageurs et de maladies. De ravageurs, parce qu'on n'a pas défini ravageurs, hein, c'est ceux qui mangent les plantes avant nous, là, pour s'en nourrir habituellement. Et le fait de couvrir le sol de pays va faire que plusieurs ravageurs ont l'habitude de pondre sur le sol. Alors, quand il y a un pays, ben là, s'ils pondent sur le pays, les œufs sont exposés au soleil, au vent, ils risquent de ne pas survivre. Fait que ça, c'est vraiment un avantage pour tous les ravageurs qui pondent sur le sol. Les maladies. Pour moi, un plant de tomate sans pays, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je sais qu'il va être très vulnérable aux maladies. Il y a beaucoup de maladies fongiques qui affectent la tomate. Et ces maladies-là passent l'hiver dans le sol. Là, il pleut. Les gouttelettes d'eau, finalement, rebondissent, si on peut dire, touchent le sol, rebondissent sur le plant et contaminent très rapidement. Il y a aussi beaucoup de maladies, on appelle ça des maladies abiotiques, comme la nécrose apicale ou cul noir, vulgairement, qu'on voit très, très souvent. Et ça, c'est un problème d'irrégularité en eau. Alors, le pays aide beaucoup à avoir une stabilité en eau. Donc, c'est ça. Quand je vois un jardin qui est tout dénudé, ça me fait mal. Je dis, le mot pays, là, si déjà vous avez compris ça, ça va aider énormément. Et puis on a eu une ambassadrice du pays, Marie Thévard, Oui, en première interlocuteur de ce balado et même marraine de la saison 3 là, oui, mais je elle pense en qu'elle va être avait pas d'accord. beaucoup parlé, ça donne encore plus de valeur Oui, à l'importance. Puis tu as plusieurs pages consacrées, oui, oui. à l'importance du pays. J'explique un peu quel pays on peut utiliser, Mmh. comment les utiliser et tout, là. Fait que ça, c'est une autre chose là, que je remarque dans les jardins. Je me promène souvent dans les jardins communautaires. J'adore les potagers. Je suis maniaque des potagers, puis je vais souvent me balader quand je peux là, dans d'autres jardins. J'observe ce qui se passe. Tu as même, un parti pris sur, le pouce vert où tu préfères l'expression Ouais. C'est drôle parce qu'on des est à la main verte, hein, mais moi, heu, je dis souvent parce que je rencontre tellement de jardiniers qui me disent j'ai pas le pouce vert, puis ça me dérange parce que je me dis non, non, le pouce vert, là, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas magique le jardinage. Là. C'est pas du jour au lendemain, hop, on a le pouce vert, puis tout va nous réussir parfaitement. Moi, je dis souvent, il ne faut pas avoir peur de se mettre les mains dans la terre, puis de se salir les mains. Et puis c'est plutôt les doigts bruns qu'on a finalement. OK? C'est plutôt les doigts bruns. Puis je répète aussi souvent, c'est en jardinant qu'on devient jardinier. Tu sais, c'est pas. Moi, je connais je connais bien les tomates, on peut dire. J'en connais quand même aussi pas mal d'autres. Mais si je ne peux pas tellement te parler de bégonias, comment on cultive ça, mais je vais peut-être pas réussir mes bégonias, mais je vais réussir mes tomates parce que c'est ça qui m'intéresse. Fait que des fois, faut faire des choix. Il faut se dire, ça m'intéresse. Et puis, je mets mon énergie là-dedans pour mieux comprendre ce qui se passe, puis avoir finalement des bonnes récoltes. et toujours sur le thème du sol parce que c'est tout un Oui, chapitre, outre la diversité que oui, t'amène le long terme. oui, Hem, Quoi d'autre on a à dire sur le sol? Moi, j'ai noté, la relation avec les vers et le taux de oui, matière organique. Qu'est-ce oui, que oui. Ben d'abord, je dirais d'abord et avant tout, il faut le connaître, son sol. Puis je viens d'en parler, là, il ne faut pas avoir peur d'avoir les mains dans la terre. Il faut apprendre à le connaître, puis ça va nous permettre de savoir comment le soigner, comment le dorloter.
Est-ce que j'ai un sol qui a plutôt beaucoup de sable? Est-ce que j'ai un sol qui est plutôt argileux? Est-ce que je suis entre les deux? Est-ce que je cultive en pot? Tout ça, c'est important de le savoir au point de départ pour savoir comment l'entretenir. C'est sûr que je vais avoir ajouté du compost tôt ou tard. Là, ça, pour tous les types de sols, on en a besoin au potager. Maintenant, comment je vais l'arroser? Comment je vais l'entretenir? Tout est en lien avec ça. Je répète souvent aussi, le sol, c'est le centre névralgique de tout ce qui se passe au jardin. C'est excessivement important. Et souvent, quand on a un problème, il part de là. C'est de là que ça part. Alors, il faut apprendre. Puis encore là, comme je disais, ça prend un certain temps. On ne devient pas jardinier, on n'obtient pas des records de production en claquant des doigts la première année. Là. Ou si ça arrive, c'est bien chanceux. C'est presque un accident de parcours. Là. On appelle ça la chance du débutant. Là. Mais c'est avec l'expérience, je trouve. Puis là, ça part de là, le sol. Ce qui est intéressant, ce qu'amène ton livre, c'est qu'en se souciant de notre sol, toi, tu as le détour par les vers, ils seront heureux. Oui, oui. Et donc, on aura une prévention des ravageurs à long terme, tandis que la citation classique, c'est nourrir le sol nourrira tes plantes, mais en fait, Oui. créer un habitacle pour En fait, que l'écosystème soit florissant. Ouais. C'est exactement ça. On nourrit le sol parce qu'on nourrit les vers de terre, les micro-organismes, parce que là, il n'y a pas que les vers de terre. Dans un sol en santé, il y a des milliards de micro-organismes qui sont des alliés aussi. On parlait des alliés extraordinaires. Fait que c'est eux qu'on nourrit finalement là, en ajoutant Donc, quelque part, Oui. si tu dis avoir les doigts bruns, je mets la main dans le sol et puis je remarque qu'il y a assez de matière organique. C'est peut-être des gestes techniques comme ça qu'il faut. Oui. C'est parce que faut être proche du sol. C'est pour ça, en fait, je conseille autant que faire se peut de travailler manuellement, d'éviter les outils mécanisés, de travailler mécaniquement. Comme ça, on a le nez et les yeux près du sol. C'est comme ça qu'on apprend à le reconnaître et justement à le dorloter là, de la bonne façon. Je vais faire venir à l'écran quand même ton chapitre sur les planches pour ceux qui auraient quelque part peur de casser leurs habitudes ou du moins des habitudes qui tendent à devenir de plus en plus connues parce qu'on assiste quelque part à des jardiniers qui venaient presque des maraîchers. Oui. Il y a beaucoup de ça en ce moment, puis nous, on contribue aussi un peu à ça, malheureusement. Mais tu suggères quand même des belles cultures en planches. Oui, des planches de malgré culture. le fait qu'on prône la diversité, on est d'accord? Oui, on prône la diversité, mais j'ai besoin de délimiter un certain espace. Et c'est grâce à ces planches-là qui sont déterminées à l'avance que je vais pouvoir, puis ça, on n'a pas parlé encore, mais c'est excessivement important, faire la rotation d'une année à l'autre. Okay? Je te laisse nous parler de ça dans ce cas. Alors, dans chacune de mes planches, je cultive une ou deux. Je n'ai pas un jardin immense, je suis en ville quand même, mais mon jardin couvre l'entièreté du terrain. Il n'y a pas de gazon chez nous. Et dans chacune des planches, que je fais un plan chaque année, j'ai un certain nombre de légumes, des fois une variété, des fois deux. Et c'est important de ne pas je pense que ça, les jardiniers aguerris le savent, de ne pas replanter la même chose à chaque année. Si on a un problème de ravageur, tu as nommé Dorifort tantôt, et Dorifort, il passe l'hiver dans le sol. J'ai cultivé mes patates, je cultive mes patates à la même place. Ils sortent au printemps, je leur offre leur nourriture à portée de main, carrément. Carrément, ils sont là. Alors, mais les gens disent, ouais, mais j'ai un petit jardin, c'est à côté. Oui, c'est vrai que dans un petit jardin, c'est peut-être moins évident, mais même là, c'est important de faire la rotation parce que ce n'est pas les mêmes, les plantes ne s'alimentent pas de la même façon. Alors, certaines plantes vont aller chercher certains minéraux. Alors, si on plante toujours les mêmes plantes au même endroit, on va toujours chercher les mêmes minéraux, alors que c'est bon d'alterner. Idéalement, je répète, idéalement, si on peut le faire sur une période de 4 ans, c'est bien. Si on ne peut pas le faire sur une période de 4 ans, parce que les gens me disent, moi, je suis un petit potager, je suis en ville, c'est pas grand, si je ne mets pas, je ne peux pas mettre mes grosses plantes, mes gros plants de tomates indéterminés en avant, je vais mettre en arrière. C'est vrai. Mais à ce moment-là, faites au moins toujours un plan. C'est facile avec la main verte de faire un beau plan. Alors, faites un beau plan
Et assurez-vous au moins aux 2 ans. Toujours aux 2 ans. Et si vous êtes capable aux 3 ans, sinon aux 4 ans, et vous ressortez toujours vos plans des années antérieures. Et là, vous savez, bon, l'année passée, j'ai mis mes tomates là, bon, là, je vais les mettre là, je déplace. C'est important, la rotation. Vu que tu m'as tendu une perche, je vais nommer le fait qu'on peut voir l'historique d'année en année et qu'on suggère des rotations proactivement dans la main verte. Fin du plug, mais Oui. tu as nommé quelque chose sur leur donner à manger. Et ça, je trouve que dans les concepts clés de ce que tu suggères pour s'éviter des problèmes, proactivement donner à manger aux ravageurs, tu sais, tu parlais d'entourer le potager de fleurs, de vivaces et autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur comment leur donner à manger par là pour qu'ils n'aillent pas manger ailleurs? Je parlais de donner à manger. Tantôt, je pense que donner à manger au sol. Je parlais de nourrir le sol. Ça, c'est pas ça que tu as Ouais. vu, là? Non, non, là, je reprends sur cette notion de donner à manger OK. aux ravageurs. Tu sais, Aux ravageurs. est-ce que ça, OK. est-ce que ça existe ce concept où on vient leur Ben, donner à manger ou tu as parlé de la euh, courge maxima, par exemple, qui attirait des ravageurs. ouais, Là, c'est ça. Ça, c'est des, comme des un pièges. plan piège, tu sais. En fait, je favorise. Mon idée, c'est que quand je cultive mes courges, par exemple, j'ai pas dans l'idée que le ravageur, la chrysomèle, mettons, va manger mes courges. C'est pas ça mon objectif, vraiment pas. Mais par contre, si on a un problème de ravageur et que là, on traite, on n'est pas rendu là, ben là, que je tue tout, ça veut dire que mes prédateurs, ceux qui se nourrissent de différents insectes, dont les ravageurs, ben ils vont aller ailleurs. Je vois souvent ça, les gens ont des problèmes de pucerons, puis là, on va traiter les pucerons, puis ben là, si vous traitez les pucerons, vous n'aurez pas de coccinelle et de chrysope, là, à un moment donné, s'il n'y a plus de nourriture. C'est qu'il ne faut pas, quand on parle de nourriture, sans favoriser nécessairement les ravageurs, ben il ne faut pas chercher à tous les détruire, parce que sinon, les prédateurs n'auront pas intérêt à rester chez nous, puis on Ok. veut qu'ils Donc restent. on s'assure que la chaîne d'approvisionnement Oui, alimentaire soit saine pour tout exactement. le monde. J'aime ça, la Mais on chaîne de. ira, on n'ira peut-être pas nourrir particulièrement un ravageur dans un coin du Non, potager pour qu'il n'aille pas ailleurs, là. ça s'appelle des plants pièges, là. Ça, c'est possible de déterminer. Ça prend quand même un potager un peu plus grand pour avoir ce type-là. Il y a certains, pendant le plan piège, problème de pucerons, des fois, il y a certaines plantes qui vont les attirer. Je pense à la capucine. Si vous cultivez des capucines, ça se peut que les pucerons se retrouvent dedans. Et là, on les Ça se éloigne un peut, peu. ouais. Mais tu me permets de faire la passerelle sur le compagnonnage parce que Oui, à chaque intervenant, oui, c'est un sujet délicat. On a beaucoup de questions oui, et ton livre oui, nomme un peu ce qu'on nomme. C'est qu'il oui, y a aussi beaucoup de mythes, plus que de oui, réponses d'ailleurs. exact. Mais tu as quand même nommé quelques Oui, c'est ça. compagnonnages. Moi, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, puis je pense que ça existe encore, il circulait des tableaux, là, amis, ennemis, ça c'est ami, ça c'est ennemi, ça c'est ami, ça ennemi. Alors, on essayait de mettre ça en opération, puis mon Dieu, ces mots de tête, ça n'a pas de sens. Puis, il n'y a pas toujours de preuves scientifiques de ces compagnonnages-là. Moi, je préfère utiliser le mot association. Je trouve que en tout cas, c'est plus large, puis je préfère. Et pour moi, il faut qu'il y ait une logique en dessous de ça. Si on me dit, tu peux associer telle plante à telle plante, il faut que je comprenne. Alors, tantôt, j'ai glissé un petit peu le mot des fines herbes. Ben oui, les fines herbes, c'est intéressant. Alors, on va associer, par exemple, des fines herbes annuelles à nos choux. On sait que les choux sont de la famille des choux, là, les brassicacées sont vulnérables aux ravageurs. Fait que le fait d'associer, par exemple, la marjolaine ou la sarriette annuelle en contact étroit, sans être collé dessus, ben c'est la confusion. Alors, ça crée de la confusion. Il y a aussi une association qui est reconnue quand même depuis longtemps, puis qui a aussi une logique, c'est l'association oignon-carotte. Peut-être pas dans la même planche, mais à proximité.
L'oignon est affecté par un ravageur important qui s'appelle la mouche d'oignon, qui est une petite mouche qui pond des œufs qui deviennent des larves. On n'aime pas ça. La carotte est affectée par un ravageur qui s'appelle la mouche de la carotte, qui pond des œufs qui deviennent des petits vers blancs. On n'aime vraiment pas ça. Alors, le fait de les avoir à proximité, ben, ça peut aider. Encore là, c'est une question de créer de la confusion. Créer de la confusion pour pas que le ravageur qui s'intéresse à ma culture de carotte ou ma culture d'oignon, pour le mélanger un peu. Alors moi, il faut que je comprenne. Il faut qu'il y ait une base scientifique là, pour que j'adhère au compagnonnage. Pour ça, je parle plus d'associations parce que des fois, il y a des associations qui sont intéressantes. Ce n'est pas nécessairement protéger contre les ravageurs. Par exemple, si je mets, ah oui, ça, j'ai déjà entendu ça. Je mets mon basilic à côté de mes tomates, puis là, il y a des gens qui disaient, ah ben, mais vos tomates vont goûter le basilic. Oh là là! Non, elles vont goûter le basilic si vous en mettez dans l'assiette à côté. Mais par contre, c'est une association qui est intéressante parce que les deux ont des exigences à peu près similaires. Les deux aiment un sol riche, puis les deux aiment plein soleil. C'est pour ça qu'on va les associer. C'est pour ça que j'utilise plutôt le thème association plus au sens large, là, qui pour moi est plus intéressant. Là. Mais ouais, mais merci parce que ton livre, il parle aussi de ça et je pense que ceux qui sont friands de compagnonnage le plus fondé possible, Le ils prochain virent. qui va expérimenter dans son coin parce qu'il y a un tel type de sol et un tel climat, ça va marcher. Puis chez vous, ça ne marchera pas. Fait que c'est difficile de mettre des lois à grande échelle. Là. Et pour terminer un peu tout ce qui est autour du sol, tu as nommé quelques techniques, notamment par rapport aux semis qui sont plus fragiles que la moyenne. Et ça serait quoi des petits gestes techniques autour de, Et, de connaître la fragilité de ce qu'on a? Ou tu parlais des ouais, choux aussi. c'est sûr que la période la plus critique au potager ou même en pot, c'est lorsqu'on vient de faire les semis ou les transplantations. Fait qu'il faut être très vigilant, il faut garder l'œil, il faut qu'il parte bien. Il faut qu'il y ait un démarrage intéressant. Donc, je reviens encore là au sol, bien préparer le sol, bien amender selon les besoins du sol. Et c'est vraiment la période critique. Il faut garder l'œil. Je dis souvent, c'est pas le moment de prendre des vacances au mois de juin, là. Quand on vient faire nos semis ou nos transplantations, il faut garder l'œil, il faut aller au jardin tous les jours, idéalement le matin, parce que des fois, il s'est passé des choses durant la nuit, et c'est là qu'on peut déjà... Et on va viser qu'il y ait un départ, je dirais un départ canon, là. Il faut qu'il parte en santé. Soit on a parti avec des bonnes graines, d'abord, ça c'est la base, là. Des semences de qualité. Ça, je ne voudrais pas m'embarquer là-dedans parce qu'on pourrait s'en parler longtemps, mais c'est tellement important. Je rencontre encore tellement des gens qui me disent ben moi, j'ai semé des carottes, ça n'a pas levé. Puis ils ont acheté ça à peu près n'importe où. Alors, c'est pas la chose à faire. Là. Moi, je favorise, c'est sûr, nos semenciers, d'abord et avant tout, qui vont nous produire des semences, des légumes, des semences qui vont produire des légumes selon nos conditions à nous, qui vont bien puis qui partent bien au printemps aussi. Fait que ça, c'est vraiment la base. C'est cette période-là, il faut être très vigilant et il faut être pas loin puis cajoler nos petits bébés puis les surveiller. Ça part de là. Excellent. Ouais. Et parce que moi, j'ai beaucoup de marmottes. Là. Je sais que tu ne veux pas tomber dans la séance du psychologue qui raconte ses problèmes. Là. Non, j'en ai moi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que j'allais transplanter beaucoup plus tard, qui soient des beaux petits plants de haricots, notamment, qu'elles adorent. Et au moins, elles ne vont pas le réduire à néant. Par contre, si je les semi-direct, là, c'était impossible. Je ne voyais jamais le jour. J'attendais toujours la première feuille. Puis... C'est ça. Il y a comme un... Si tu veux qu'on parle des marmottes et autres bestioles à quatre pattes, là, il y a un chapitre sur mon livre où je présente un peu les effarouchants, les répulsifs, tout ça. Mais finalement, la méthode la plus efficace, c'est une barrière physique. Vraiment. Une clôture, un grillage, une clôture électrique, vous avez tout essayé, là, puis finalement, vous allez en venir là, au tôt ou tard. Parce que je le vis, même en ville, on a des marmottes.
Puis on a des écureuils. Fait que je l'ai vu Ouais. aussi. Fait que c'est des barrières physiques là, qui sont la meilleure solution. Ouais, c'est sûr. Puis, dans certains cas, tu le nommais, ceux qui ont le cerf de Virginie, là, on parle pas de on Oh, parle d'une forteresse, là. oui, j'en ai pas en ville. Mais Ouais. oui, ça, oui, c'est fréquent. Là, c'est oui, une forteresse. Moi, j'ai évité ça et les marmottes, je m'en sors à peu près en justement faisant attention que mes plants sont très matures. J'ai aussi Oui, mes laitues sont sous bonne idée. cage OK, c'est ça. et qu'est-ce que je veux dire? Avant de passer justement à l'attaque comme, je l'ai appelé tout à Oui, l'heure, où on parle un problème, une solution, oui, parle-nous de ta méthode. oui. Ma méthode en 5 points, je la trouve importante. Je la trouve très, très Mmh. importante. On a un problème. On a un problème malgré tout. Moi, ça m'arrive d'avoir des problèmes. Je ne suis pas exemptée. Là. Première des choses, identifier. Est-ce que c'est un ravageur? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une grosse bête? Est-ce que c'est mon voisin qui a mis le pied sur ma laitue? C'est primordial. Avant quoi que ce soit, il faut identifier. Bon, la main verte va vous aider, mon livre va aider aussi, bien sûr. Il y a plein de documentation, Internet, faites attention, vérifiez toujours vos sources. Là. Et d'abord, identifier. Faites attention, des fois, les gens accusent beaucoup, font des accusations erronées. Je vois souvent les gens accuser le perce-oreille, alors que le dommage, des fois, le perce-oreille, il va se cacher. Tu sais. Il va se cacher, il va trouver un trou, une tomate, il y a un trou dedans, il va aller se cacher dedans. Des fois, le trou, c'est l'animal qui l'a fait. Fait qu'il faut faire attention avant d'accuser une bestiole. C'est peut-être pas celle qu'on voit. Alors, ça, c'est une première chose. Donc, on peut vraiment la voir, la vraie, là, ça, c'est bon. Sinon, ben, c'est les dommages qu'elle fait. Est-ce que mon plan il est coupé, mais qui est resté là? Ah, ben, ça se peut que ça soit non actuel, ça se peut que ça soit le vert gris. On l'appelle le bûcheron, où il coupe les plants à la base. Puis. Est-ce qu'il est coupé, mais le morceau est parti? Oh, là, je penserais plutôt à une grosse bête, parce qu'elle l'a mangé. Il est parti. Fait que ça, c'est l'observation. Fait que première des choses, première étape, il faut identifier avant toute chose. Il y a Euh, des centaines de photos dans ton livre, je le dis oui, parce que c'est c'est vraiment ça l'idée. transversal à tous tes livres, là. Celui de la tomate, c'est Oui, incroyable. Je t'imagine l'écrire en prenant 10-15 photos par jour. oui, beaucoup de Mais photos. ils sont incroyablement visuels, tes livres, et ça les rend agréables à lire, mais C'est aussi ça. utiles dans ce cas-là, là. J'ai fait aussi un tableau pour tous les légumes. Qu'est-ce qui est susceptible d'affecter chacun des légumes? Quels sont les ravageurs? Quelles sont les maladies? Fait que, première des choses, identifier le coupable. Ensuite, ben, choisir d'intervenir ou non. Tantôt, je vous ai parlé de mon histoire de puceron là, sur les asperges. J'avais décidé de ne pas intervenir. C'était pas grave, c'était pas dommage, c'était minime. Là, j'ai laissé la nature, puis c'était ça qu'il fallait faire. Fait que ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, quand on voit que, oups, ça ne regarde pas bien, là, je pourrais perdre beaucoup, des méthodes physiques. Des méthodes physiques. Tantôt, j'ai parlé des barrières, des pièges. Euh, des barrières, ça peut être, on peut y revenir, je ne sais pas si ça avait l'intention de revenir, ça peut être un filet anti-insectes, on pourrait y revenir assez longuement. Ça, c'est des barrières physiques. Ça peut être écraser les masses d'œufs sous les feuilles. Ça, si vous prenez l'habitude de faire une tournée régulière puis de tourner les feuilles, là, tourner les feuilles de vos légumes, les choux, entre autres, hein, vous allez voir peut-être des petits œufs en dessous. Euh, tourner les feuilles de pommes de terre, les dorifères en dessous, et du pouce, d'un seul pouce. Ça doit être ça le pouce vert, mais c'est pas vert quand on écrase les insectes. Alors, on écrase, on écrase. Ça, c'est les méthodes physiques. Fait que ça, c'est, je dirais, la troisième étape. Méthode physique. Méthode physique, pas de risque sur très peu de risque sur l'environnement et sur notre santé. Quatrième étape, là, quand on sent qu'on va perdre le contrôle, là, on peut aller vers ce qu'on appelle les biopesticides ou les pesticides à faible impact. Alors, ça comprend insecticides, fongicides. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas tant que ça. OK. Alors, on va vers ça avant de faire une dépression puis d'avoir l'impression de perdre son jardin. Fait qu'on on est rendu à 4. Là. Une fois qu'on a fait ça, bien là, il faut se faire un petit examen de conscience. Est-ce que je vais vouloir traiter à chaque année? Parce que même avec un biopesticide, ce n'est pas sans danger. Là. On peut affecter aussi nos bonnes bébites. Fait que la cinquième étape, c'est ça, c'est
de se questionner. Est-ce que je vais toujours avoir le goût de traiter année après année? Est-ce que j'ai le goût de me rendre là? Est-ce que ça me tente? Peut-être pas. Donc, c'est ma méthode en 5 étapes. Penser avant d'agir, là. Puis il ne faut pas agir trop sur le coup de la réalité, là, j'ai un problème, puis il faut que j'agisse rapidement. Ça ne marche pas comme ça, l'approche écologique. Il faut prendre le temps d'étudier, hein, puis de voir ce qui Parce se que là, on passe. est déjà, ta méthode, elle est déjà au 2e tiers de ton livre parce que le 1er tiers, Oui, c'est prévenir. oui, Là, on est sur le oui, début de la méthode de la partie 2 ouais, de ce que propose ton livre qui est, de prévenir d'abord et s'il faut guérir, là commence oui. la méthode en 5 étapes. C'est OK. important je trouve, de le Comment redire on pour que guérit? S'il faut guérir, mmh. comment on fait? Comment on procède? Je ne sais pas si tu veux qu'on parle des filets anti-insectes, parce que c'est quelque chose qui est très populaire depuis quelques années. Puis j'ai nommé le mot, mais là, je sens que c'est-tu le moment d'en parler? Eh ben, super, regarde, il y a une question qui s'affiche de José notamment qui demande, le filet, est-ce que l'on peut le déposer sur le feuillage? Mais peut-être Oui, rappelle-nous les ben, bonnes pratiques en autour, fait, du filet, peut-être oui, dans le cas de l'ail, je sais on pas? peut le faire, mais il y a certains insectes qui ne sont pas capables de piquer à travers. C'est que on peut le faire, mais je dirais, idéalement, je préfère le cerceau. Je préfère de loin le cerceau. Où le filet n'est pas en contact avec Mmh. la plante. Alors que quand on dépose, ben là, il y a plus de risques. Donc, idéalement, des cerceaux. Et Puis, rappelle-nous les ben, bonnes pratiques autour OK, des filets, peut-être du OK. choix, Les quand filets, est-ce le mettre? Là, on rentre à l'attaque, là. oui, on rentre à l'attaque. Les filets, c'est une très bonne pratique. Mais moi, je me refuse à couvrir totalement mon potager de filets. Parce que moi, un potager, je trouve ça beau. J'aime ça voir mes plantes. Il y a des différentes teintes de verre à travers ça. Bon, il y a des fleurs, des tinisades, tout ça, j'aime ça. Donc, je n'ai pas tendance à couvrir totalement. D'abord, ça pourrait devenir très dispendieux parce qu'un bon filet anti-insecte, c'est quand même assez dispendieux. Mmh. Donc, je vais les réserver pour certaines cultures. Fait que le principe, un filet, ça se vend comme ça, filet anti-insecte. Là, il y a différentes qualités, mais je dirais pour les jardiniers, c'est pas mal toujours le même type de filet qu'on va retrouver sur le marché, qui sont très efficaces. C'est bien important de bien les entretenir, pouvoir les réutiliser année après année, et même les repriser quand il y a des trous, parce que s'il y a un trou, c'est pas efficace. Et le filet, la technique du filet, ça doit absolument être associé à la rotation. Imaginez-vous, si vous ne mettez pas de filet sur une culture qui a été ravagée l'année précédente, où est-ce que les ravageurs ont passé l'hiver dans le sol, puis vous mettez un filet par-dessus. Alors vraiment, là, on court après le trou. Fait que très, très important. Si vous posez la question, quand est-ce que j'utilise le filet? J'utilise le filet presque chaque année pour la teigne du poireau sur l'ail. Parce que la teigne du poireau, elle arrive très tôt au printemps. Elle arrive à partir du moment où il fait 10 degrés Celsius. Donc, c'est assez tôt, ça. Et à ce moment-là, on est au jardin, on est en train de semer, on est en train de planter. Il y a tellement de travaux à faire au printemps qu'on est moins porté à vérifier nos plants, là, parce que l'ail, elle sort très, très tôt. C'est que je le mets vraiment sur l'ail. Je le mets vraiment sur l'ail. Mmh. Et les autres cultures, ben, ça dépend. Ça dépend. Il y en a que je vais préférer adopter. Tantôt, je vous ai parlé d'autres pratiques, d'écraser les œufs. Je n'ai pas parlé de ramasser les adultes aussi ou les larves. Le dorifort, ça demande la meilleure technique, là, régulièrement, au moins aux 2 jours, faire le tour puis ramasser. J'aime moins aussi mettre un filet sur les plantes qui ont besoin d'être pollinisées, comme toutes les cucurbitacées, courges et compagnie. Parce que là, je limite la présence des pollinisateurs. C'est que là, je suis obligée de jouer aux pollinisateurs. J'aime moins ça, mais Mmh. ça peut se faire. Et j'ajoute que dans la main verte, quand on ajoute certaines cultures, on nomme la suggestion du filet dans certains cas, pour que ça soit facile parce que moi mon ail, il a subi des dommages pendant, Oui, des années, parce que je savais pas ça en vrai. oui. Quand on Hem, met un filet, il ne faut pas oublier, il faut jeter un œil de temps à autre, parce que des fois, on se fait En avoir. dessous. Ça m'est déjà arrivé, pensant que, bon, j'étais correct, là, mais une fois de temps en temps, Mmh. aller vérifier. Là. Puis là, c'est facile d'aller Ouais, voir, on peut aller écraser les larves. Ouais. c'est tout un art de poser un filet, je trouve, entre les Oui, arceaux, les pois, oui, le oui, oui, ça c'est un prendrait un art. livre, ça, je te glisse ça Un comme art. ça. Mais j'ai quand même quelques pages, là. Excellent.
Est-ce que on a des commentaires sur, l'écureuil? Notamment, je pense ceux qui sont en Ouais. ville. Est-ce que là, vu qu'on est à l'attaque, tu as quelques bonnes pratiques contre ce voleur de tomates cerises? J'ai dit barrière physique, il y en a pas d'autre. On peut essayer les effaroucheurs là, ça fait un temps, ils s'habituent, sont malheureusement des fois plus intelligents que nous autres. Il y a pas de solution magique. J'aimerais tellement ça qu'il y en ait parce que moi je suis en ville, j'en ai des écureuils. Des fois, si c'est minime, si une petite tomate ou 2, ben, on sacrifie, là. Des fois, il faut Mmh. sacrifier aussi. Si on veut pas mettre des barrières, des grillages, c'est ça. Il y a pas de magie il y a pas de magie dans le jardinage écologique. Je suis pas magicienne. Et toujours, un dernier ravageur avant de passer, peut-être aux choses plus invisibles, au minimum Ouais. une petite note de fin là-dessus. Moi, par exemple, je sais que quand je mets du maïs, j'attire les ratons laveurs. Là, c'est comme garanti qu'ils Oh! vont se faire, c'est incroyable. Ben, ça fait partie des recommandations que j'ai faites tantôt pour les grosses bêtes et c'est une barrière physique, heu, il y Électrique en a aussi, pas tu as d'autre. nommé dans ton livre et tu nommes aussi le fait de l'électrifier, Oui, 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 c'est possible aussi. un gros C'est investissement, vraiment ouais. parce qu'ils sont assez brillants. C'est impressionnant. C'est une belle bête. Quand on les voit, on trouve ça bien impressionnant, mais ils sont assez ratoureux, les ratons. Et enfin sur, toutes ces ennemies, dites, invisibles, Oui, les maladies. est-ce que tu as des su là, on a Marie-Christine dans les commentaires qui parle du cul noir J'en ai et parlé tout à l'heure. Oui, les espacements, l'arrosage. Est-ce que tu pourrais oui, nous redire un petit peu comment on oui. Ben, très important. Ben, mildiou tu l'as nommé un peu, les espacements. Bien important de respecter les espacements. L'arrosage, je n'ai pas parlé de tout ça, mais dans la prévention, là, arroser de la bonne façon et au bon moment, c'est un art. Puis c'est très important pour minimiser les problèmes de maladie. Tantôt, j'ai parlé du pays qui est un avantage, mais aussi le moment de l'arrosage. La pire chose à faire, c'est d'arroser le soir. Si vous voulez favoriser les maladies, c'est la pire chose à faire. Parce que là, vous favorisez un environnement humide qui est très propice justement aux maladies fongiques. Fait que ça, c'est à faire très attention. C'est sûr qu'il y a des recommandations municipales, mais souvent pour les potagers, il y a des exclusions. Là. Moi, je récupère mon eau, fait que je n'ai pas besoin de m'occuper de la réglementation. C'est vraiment le matin qu'il faut arroser, s'il vous plaît, pas le soir. Ça. Il me semble que j'avais d'autres choses, mais l'idée m'est partie. J'avais d'autres choses à dire sur l'arrosage. Arroser au bon moment, pas arroser ça. Ah oui, arroser le sol, pas le feuillage. C'est le sol qui a besoin d'eau. mmh, Alors, il faut vraiment arroser directement le sol. Alors, toutes les techniques qui arrosent directement le sol sont favorables à minimiser les maladies. Ah oui, puis là, ça me revient, j'ai entendu, tu as dit mildiou. Combien de fois les gens me disent j'ai eu du mildiou? Et souvent, ce n'est pas le mildiou. Parce que le mildiou, là, quand ça part, il y a beaucoup de maladies fongiques, là, anthracnose, septoriose, il y a énormément de maladies fongiques, pas toujours facile à identifier. Mais le mildiou, là, quand il passe dans le jardin, c'est comme si le feu avait passé dans le jardin. Moi, j'ai parlé du mildiou durant 30 ans. J'en ai jamais eu. Il y a 3 ou 4 ans, il est passé le mildiou parce que trois, quand ouais. on a dit il est passé, là, ça veut dire qu'il arrive dans les nuages, dans l'air, dans la pluie. Et ça, quand ça passe, là, ben, c'est fini. C'est fini. Les plants, là, en quelques jours, c'est comme si le feu avait passé. Fait que, s'il vous plaît, dites pas que vous avez le mildiou quand vous avez des petites taches, là. C'est pas du mildiou, ça. Ça peut être un paquet d'autres choses, une maladie fongique qui est beaucoup moins mortelle que le mildiou. Alors, je l'explique, c'est quoi le mildiou? On Mmh. veut pas ça. On souhaite que ça passe pas. Puis qu'il y a des années que ça passe, des années que ça passe pas. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de mildiou. Et puis tu as nommé l'importance, du soleil parce que tu nommes, Oui, d'éviter d'arroser sur le feuillage, mais aussi bien choisir son emplacement pour que tout ce qui est propice au c'est sûr. mildiou soit bombardé de soleil et donc réduire le taux d'humidité, c'est un L'aération, peu ça, hein? une bonne Ouais. aération aussi. Là, si on tasse tout, on aime ça beaucoup les légumes, puis on a parti plusieurs, puis on dit on va toutes les planter. Tu sais. Mais là, il faut faire attention parce que là, si c'est trop tassé, l'air ne circulera pas bien, puis on va avoir des problèmes. Mmh. Et on a une dame, qui nous parle de répulsif. Tu as aussi un petit chapitre, là-dessus. Ouais, ouais, Enfin, elle nomme farine de sang contre les écureuils, mais ça tu crois aussi au répulsif? moyennement. Les répulsifs, Mmh. c'est toujours très temporaire. Ça peut faire un petit bout, mais ils s'habituent. Fait que vous pouvez l'essayer. J'en nomme plusieurs, là, des répulsifs.
Mhm. dans mon livre. Là. Vous pouvez l'essayer avant d'en venir au grillage. Là. Mais c'est toujours temporaire. C'est comme les effaroucheurs. Là. J'ai essayé un effaroucheur, j'en parle dans mon livre, qui envoie un jet d'eau quand il y a une bestiole qui passe. Là. C'est intéressant. Sauf que si vous ne fermez pas l'eau avant d'aller au jardin, vous allez prendre une douche. Ça, c'est pas agréable. Ok, excellent. Ben, je pense qu'on a fait un bon tour, non? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a vraiment un message important, un truc que tu n'as pas dit sur comment protéger son jardin, à part acheter ton livre pour avoir tous les détails, mais C'est mon livre, dans les ouais. grands thèmes? Un truc que j'ai pas dit, j'en dis tellement dans 350 pages, c'est embêtant, là. J'en ai glissé un peu un mot. Maintenant, il y a un chapitre où j'ai mis, entre autres, le perce-oreille, où je mets autant allié que ravageur. OK? Parce que j'ai pas osé le mettre, c'est la même chose pour les fourmis, tu sais. J'ai pas osé le mettre du côté des ravageurs, puis pas tout à fait du côté des alliés non plus. Donc, il y a certaines petites bestioles qui sont à mi-chemin entre les deux. Ce qui n'est pas le cas de la limace, même si j'ai certains documents européens qu'ils vont encourager la limace, là, puis que c'est un bon décomposeur. Là. Moi, j'ai une petite limite, ma tolérance de la limace, quand même. Excellent. En tout cas, je voudrais nommer le fait que même si tu nous approches une formidable approche holistique, long terme, qui nous fait même réfléchir à notre propre santé, ton livre est aussi incroyablement riche sur le cas par cas, Oui, photo par photo, maladie par maladie, bébête par bébête, au point oui. où, à mon avis, c'est sûr qu'il y en a 50%, on ne dira jamais vu ni entendu parler de ça. Oui, c'est ça, Fait que- mais malheureusement, de plus en plus, avec le changement climatique, il y a des surtout des insectes qu'on n'avait pas, qu'on commence à avoir, puis ça monte là, à ouais. travers le Québec. Là. C'est que il y a peut-être des insectes qui ne sont pas rendus dans le nord et qui vont être là dans quelques années. Alors, il faut être aux aguets. C'est ça, puis je pense que ton livre, il nous prépare de manière au sens large à ce qui s'en vient devant nous avec tous ces Oui, aléas, que ça soit climatiques ou oui, autres d'ailleurs. Et avoir une approche résiliente et holistique envers les problèmes du jardin et de la vie, c'est quand même une bonne pratique, on va dire. je l'espère, je l'espère. Enfin, qu'on termine plus sur où est-ce qu'on peut te trouver, tes autres services de formation. Oui, je donne des conférences partout au Québec à la demande et j'ai des formations en ligne aussi qui sont disponibles en tout temps. Ils sont sur mon site alélimichaud.com. À court terme, dans les prochaines semaines, je vais être entre autres à la fête de Saint-Apollinaire et à la fête des semences de Saint-Apollinaire et à la fête des semences de Québec avec tous mes livres. Et c'est ça, je me promène des fois dans des différents événements là, selon la demande. Et j'aime Yes. beaucoup rencontrer les gens. Je suis parlable. Tout à fait. Moi, je trouve qu'à chaque fois que je lis un livre de plus, mais c'est vraiment celui de la tomate qui m'a fait réaliser la méthode qui se cache derrière l'écriture de tes livres, mais aussi la joie que tu as à les écrire. J'adore apprendre. C'est la phase d'écriture que, dans l'écriture d'un livre, c'est ce que j'aime le plus, c'est apprendre. Moi, je suis une éternelle étudiante. Fait que j'aime, quand j'écris un livre, je n'ai pas le choix d'apprendre, d'approfondir de plus en plus mes connaissances. Et j'adore ça. Ça fait que j'espère que ça sort. L'idée, c'est de le transmettre aussi. Là. J'adore apprendre et j'adore transmettre. Alors, c'est ce que ça donne Et comme ça, résultat. ça se ressent complètement. Et Oui. merci encore. On se voit à la fête des semences de Oui. Québec le 28 février, Oui. 1er mars. Là. Oui. Et dans les liens, il y a un lien pour acheter ton livre. Et ça nous fait toujours plaisir que vous souteniez La Main Verte à travers un abonnement, un commentaire ou parler de notre projet auprès de vos proches. Puis sur ce, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup, Lily. Merci, Alex. Merci. Bonjour tout le monde. À la prochaine.